Bonjour à tous. Bon, eh bien, puisqu'on prétend m'y traîner, je consens le temps de cette réaction filmée à descendre dans l'arène. Oh, une toute petite arène en carton-pâte, fabriquée par deux, trois crétins anarchisants revendiqués Antifa, qui s'imaginent détenir un peu de pouvoir, un tout petit pouvoir, que leur confère leur très petit activisme local, décidément très local. Antifa donc. Mais c'est bien des choses, ça. C'est un peu comme identitaire. C'est touchant, à 17-18 ans, l'âge des défis et des expérimentations. Ça commence à devenir légèrement inquiétant quand on arrive à 25 ans. Et au-delà, parce que ceux qui prétendent me combattre ont quand même la quarantaine bien sonnée, ce n'est plus rien d'autre que simplement navrant et pathétique. Mais bon, je descends donc dans l'arène parce que ceux qui m'attaquent m'injurient, me calomnient, me diffament assidûment depuis plus de 3 semaines, maintenant presque un mois, sur leur réseau, ont cette fois largement franchi les bornes de ce qui m'est acceptable et surtout de ce qui est permis par la loi. Et il faut bien, à un moment quand même, leur donner une leçon ou du moins un début de leçon, car nous irons de l'arène au tribunal judiciaire, bien réel celui-là, et ce sera l'occasion pour eux de perdre les commodités de leur pseudo-anonymat. C'est tellement commode, n'est-ce pas, de vomir sa haine en se planquant derrière son ordinateur, mais il est parfaitement illusoire, un adolescent le sait, de s'imaginer pouvoir le faire impunément. Et ils vont rapidement d'ailleurs apprendre à leurs dépens ce qu'il en est. Mais j'en viens sans plus tarder aux faits qui me conduisent à cette prise de parole filmée. Depuis 3 semaines, donc, je subis des attaques aussi scandaleuses qu'ignobles par publication sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Ces attaques visent pour l'essentiel mes compétences et mon intégrité professionnelle. Tout en étant motivé, c'est l'évidence, par mes engagements politiques, par nature pourtant tout à fait extérieure à mon activité professionnelle. Me voilà donc contraint de préciser ici que j'exerce la profession de professeur de philosophie dans un lycée d'une petite ville de province. Et les auteurs de ces attaques, qui s'en prennent donc à ma réputation professionnelle, s'échinent à la ternir en s'imaginant pouvoir la détruire et pourquoi pas m'acculer à la démission ou obtenir, soyons fous, ma révocation. Les auteurs de cette petite cabale sont eux-mêmes des enseignants, ils exercent dans la même ville ou à proximité. Ce sont les enseignants, je viens de le suggérer, d'ultra-gauche, se disant libertaires, antifa, ce genre de choses. Ils se situent au croisement de plusieurs organisations que je pourrais nommer et lister sans aucune difficulté. Et c'est donc au seul titre de ce que mes positionnements et engagements politiques et la notoriété qui les accompagne n'ont naturellement pas l'heure de leur plaire et justifient, selon ce qu'ils se figurent, être un combat, de me taxer de facho. L'invective est aussi vieille et aussi vite que le gauchisme lui-même, cette maladie infantile qui affecte donc aussi certains grands enfants des salles des profs. Après tout, ils n'ont jamais quitté l'école. Ces idiots utiles, pour poursuivre la référence à Lénine, qu'ils n'ont bien sûr pas lu, du mondialisme ultralibéral qu'ils s'imaginent toutefois combattre, en sont pourtant les plus parfaits alliés objectifs, puisqu'ils acceptent l'une des formes constitutives de cet ultralibéralisme en promouvant les flux mondiaux massifs et incontrôlés de population. Tiens, Lénine, dis bonjour aux antifas. Je suis donc, moi, que le ministère de l'Intérieur classe dans la catégorie droite souverainiste, comme ce fut le cas lors des dernières élections législatives, livré par ces gens à la vindicte de leur maigre audience virtuelle, sous les désignations de profs de philo fachos ou de profs de philo d'extrême droite. J'observe d'ailleurs que l'accusation de fascisme a pour ces gens une extension pour le moins vague et large, puisqu'évoquant mon engagement passé derrière Jean-Pierre Chevènement, il n'hésite pas à qualifier ce grand homme d'État, qui fut l'une des dernières figures de la véritable gauche républicaine, à le qualifier peu ou prou, lui aussi, de facho. J'observe plus fondamentalement que ces gens, citant l'obscur Grégory Chamba, qui en commettant quelques ouvrages monomaniaques est devenu la très vague caution intellectualiste de leur vacuité idéologique, Chamba, citant lui-même l'historien Zev Sternhell,
qu'ils disqualifient ce faisant et sans même s'en rendre compte leurs propres accusations de fascisme. Cet historien, je cite, donnant du fascisme une définition tellement vague que l'on peut y rattacher n'importe quoi, comme Raymond Aron l'écrivait à son sujet. Bref, pour ces gens dont l'inculture politique crasse le dispute à la malhonnêteté intellectuelle la plus grossière, tout ce qui est à la droite, disons, de Jean-Luc Mélenchon, est facho. Franchement, l'on reste à ce point sidéré devant un tel niveau d'analyse politologique que je me demande à mon tour comment on peut accepter que des gens d'une telle malhonnêteté, d'une telle inculture et d'une telle bêtise puissent enseigner à notre jeunesse que je plains profondément d'avoir le cas échéant à subir leur enseignement. Et si le naufrage de notre pauvre école, d'ailleurs, trouvait un de ces éléments d'explication dans leur présence en son sein, la question mérite, me semble-t-il, d'être posée. Mais pour en revenir aux attaques dont je fais personnellement l'objet, je voudrais signifier, et de la façon la plus claire, que je n'accepte pas, dans la forme, et avant même que ne soit abordé le fond, si on peut parler de fond, que je n'accepte donc pas que soit instaurée la moindre confusion entre, d'une part, l'exercice de ma profession et mon statut de fonctionnaire d'État, donc conscient de la noblesse qu'il y a à œuvrer dans le sens de l'intérêt général, je suis au demeurant très fier, et d'autre part, un engagement politique qui, au demeurant, a toute sa noblesse lui aussi. Depuis que je suis intensément engagé en politique, que j'exerce à ce titre une parole publique, j'ai toujours été soucieux d'éviter toute interférence entre mes engagements et mon activité professionnelle. Si ma ville d'exercice et a fortiori l'établissement où j'enseigne ont été publiquement désignés, ce qui est arrivé par exception, ce fut bien malgré moi et du seul fait d'indiscrétions commises par tel ou tel journaliste. Si j'ai en outre tenu plusieurs années durant un blog où je publiais mes cours, où mes élèves d'alors pouvaient librement questionner et échanger, on le retrouvera certainement dans les archives du web, j'avais toutefois décidé de cesser définitivement de l'alimenter en 2013, lorsque mes activités politiques ont été médiatisées et sont ainsi devenues largement publiques. Si j'ai, dans le même ordre d'idées, fait le choix de continuer à enseigner dans une ville distante de 70 km de ma ville de Nantes, où j'ai été de nombreuses fois candidat à des élections, ce fut pour éviter, et je ne crois pas que beaucoup d'enseignants qui sont également candidats aient observé pareille précaution, c'était pour éviter que la population de mes élèves et de leurs parents soit partie prenante d'élections auxquelles je me portais candidat. Tout cela a toujours été dicté par le souci de cloisonner strictement mon activité professionnelle et mes engagements publics, et de ne pas exposer l'administration dont je suis fonctionnaire au moindre impact pouvant découler de ces engagements. Et voilà qu'on ose m'attaquer en tant que fonctionnaire pour ces engagements extérieurs. Plus précisément encore, et contrairement à ce que voudraient faire accroire mes dérisoires détracteurs du moment, dont on va voir jusqu'où ils peuvent aller et de quelles ignominies ils sont capables. Je suis irréprochable, moi, contrairement à eux, eu égard au devoir de neutralité idéologique s'imposant à tout fonctionnaire d'État. Aucune confusion de mon côté entre le cadre par nature inviolable d'un établissement scolaire où la violence des hommes ne saurait entrer, pour paraphraser la célèbre formule de Jean Zay, et l'engagement politique qui, pour relever de la responsabilité de chaque citoyen, ne peut qu'être absolument extérieur au lieu où l'on instruit et forme le futur citoyen. Combien de fois a-t-on vu, au contraire, ceux qui prétendent aujourd'hui professionnellement me nuire, se vautrer, eux, dans la plus complète confusion des genres, par des propos tenus à destination de la jeunesse que la nation leur confie, propos parfois intimidants et inutilement culpabilisants. Si tu penses ça, c'est que tu es un réac, ai-je sidéré déjà entendu dire dans un couloir de la part d'un enseignant. Combien de fois les a-t-on vus faisant idéologiquement pression sur leurs élèves et abusant en ceci le sens critique en formation de jeunes gens pour qu'ils adhèrent eux aussi aux mêmes inconséquences idéologiques qu'eux et grossissent, le cas échéant, les rangs de leurs propres mouvements et manifestations. Plusieurs personnels de direction
s'en sont ouverts à moi et je sais qu'ils en gardent le souvenir intact. Se trouvant, eux, constamment dans la confusion des genres, il n'est guère étonnant que l'une des principales allégations portées contre moi par cette petite meute consiste calomnieusement à prétendre que je chercherai à influencer idéologiquement mes élèves. Ils osent bel et bien écrire cela sur leur réseau, plusieurs fois, en le déclinant de différentes manières, notamment dans une caricature sur laquelle je reviendrai, car elle atteint de tels niveaux d'ignominie qu'elle ne manquera pas de leur coûter très cher pénalement. Eh bien, j'oppose un démenti catégorique à ces allégations, démenti que pourrait corroborer, s'il était besoin, quantité de témoignages dont je ne retiendrai que l'un des derniers qui m'ait été adressé par un ancien élève dont la profession et la famille, bien connues, constituent en soi une caution ne souffrant aucune suspicion de complaisance. C'est inacceptable, m'écrit cet élève. Je ne partage pas certaines de vos opinions politiques, mais j'ai un excellent souvenir de vos cours de philosophie avec un enseignant qui, contrairement à beaucoup, n'a jamais fait entrer ses opinions politiques dans une salle de classe pour en faire la propagande. Pourtant, ces énergumènes n'hésitent pas à aller encore au-delà dans les accusations calomnieuses et diffamatoires qu'ils portent contre mon intégrité professionnelle, allant jusqu'à m'imputer, je cite, des insinuations racistes et antisémites devant élèves. Allégation à ce point infamante que je ne m'abaisserai même pas à me justifier, d'autant que les raisons philosophiques de mon philosémitisme et de mon refus constitutif de toute anthropologie fondée sur un quelconque biologisme risqueraient fort de les dépasser intellectuellement. Le seul point important en l'espèce étant que ces allégations sont elles aussi, de toute évidence, constitutives du délit de diffamation et qu'elles auront les suites judiciaires qu'elles appellent et méritent. Mais ce n'est pas tout. Prenant sans nul doute leur désir pour la réalité, ils en sont venus jusqu'à prétendre que mon administration m'aurait placé sous surveillance, qu'elle aurait dépêché des adultes chargés d'assister à mes cours afin d'en contrôler le contenu. Moi, sous surveillance. Profondément respectueux des règles de l'administration, je suis naturellement ici de la plus complète discrétion concernant le volet administratif de cette affaire. Mais il va de soi que cette allégation, même si ses auteurs se sont depuis partiellement rétractés, du fait de l'évidence contraire des faits et lorsqu'ils ont appris qu'ils auraient bel et bien à répondre de tout cela, est à nouveau, je le répète, purement diffamatoire. Le sort qu'entendent me faire, au prix de multiples infractions à la loi, donc cette fine équipe d'Antifa, puisqu'il faut ainsi donc les désigner, n'est que le regain d'une certaine intensité, il est vrai, d'une situation qui perdure depuis 10 ans maintenant. Il y a 10 ans, presque jour pour jour, je créais en effet, dans le but de mobiliser les forces qui voudraient s'associer au grand combat contre l'effondrement de notre système scolaire, le collectif Racine des enseignants patriotes, organisation à l'époque associée au Front National et qui est aujourd'hui l'une des instances internes du pôle d'expertise que je dirige du mouvement politique Les Patriotes. Cet engagement pour sauver une école de la République en plein naufrage, naufrage qui n'a malheureusement eu de cesse de se poursuivre depuis, du fait que n'étant pas parvenus jusqu'ici au pouvoir, nous n'avons pu mettre en œuvre notre grand plan de sauvetage ultime chance pour l'école. Cet engagement m'a valu énormément de soutien, une large estime de la part de nombreux enseignants, de certains personnels de direction, également de quelques hauts fonctionnaires du ministère, de certaines organisations professionnelles et syndicales, et bien sûr de beaucoup de citoyens, simples parents, vivant dans leur chair le délitement d'une école ne remplissant plus ses fonctions. Dans les années 2014-2017, l'existence et les positionnements du collectif Racine étaient devenus un sujet dans chaque salle des professeurs de France et de Navarre, au point que la ministre de l'époque avait dû se positionner publiquement. Bien sûr, tout cela m'a aussi valu beaucoup d'inimitiés de collègues. J'entoure naturellement le terme de guillemets, outre que celui d'inimitié relève en l'espèce de l'euphémisme. Dans un milieu gangréné par l'idéologie gauchiste, laquelle continue d'autant plus de sévir et de nuire
qu'elle trouve une nouvelle vigueur en intégrant le poison idéologique américanoïde formé par le wokisme, la cancel culture, le néo-féminisme et le transgenrisme, idéologie qui s'est de longue date révélée comme le plus efficient vecteur de ce que l'horreur libérale a fait subir à notre pauvre école, c'est-à-dire son naufrage. Cette idéologie qui continue d'exercer une forme de monopole ne tarde pas à se muer en terrorisme idéologique qui s'abat sur quiconque serait identifié comme authentiquement républicain et patriote, comble du fascisme, n'est-ce pas? Durant ces années-là, je recevais par exemple de la part d'enseignants qui pensaient, du fait de mes activités politiques soutenues, que j'étais en disponibilité de l'éducation nationale, des menaces me prévenant qu'on me ferait vivre l'enfer, je cite, lorsque je la réintégrerai. L'année 2017, celle de la campagne des présidentielles, où je fus particulièrement investi comme conseiller éducation d'une candidate qui allait rassembler 11 millions de suffrages sur son nom, a logiquement conduit à la multiplication des petites machinations et à l'exacerbation des haines. À titre d'exemple, dans l'une de mes classes où je professais à raison de 8 heures hebdomadaires, se trouvait non pas un élève, mais un petit mouchard, petit con deviendra vieux salaud, disait Sartre, dont la présence en lieu et place du profit intellectuel qu'il aurait dû tirer de mon cours de philosophie ne visait qu'à rapporter à sa mère, représentante d'une organisation de parents et par ailleurs enseignante gauchiste, elle fait toujours d'ailleurs aujourd'hui partie de la meute, le moindre de mes propos qu'elle aurait pu détourner et instrumentaliser à mon détriment. Bien sûr, tout au long de cette période, ces gens ont rédigé de multiples courriers de délation, ou plutôt pour renvoyer à l'intitulé du délit correspondant, tel qu'il est prévu et réprimé par le code pénal, de dénonciation calomnieuse à destination des autorités administratives de l'éducation nationale, et ils continuent de le faire. Nul doute qu'en d'autres temps, c'est la commandante Tour qui en aurait été destinataire. Je dois toutefois dire que j'ai longtemps surfé sur tout cela, et avec de surcroît le plus complet des dédains. Lorsqu'on combat pour la France, au plus haut niveau d'une campagne présidentielle notamment, lorsqu'on exerce un mandat d'élu de la République dans le seul souci de l'intérêt général, lorsqu'on est l'un des responsables nationaux du premier parti souverainiste de France, les petites malveillances locales perpétrées par les petits politicards locaux en mal de combat, mais qui se figurent, on l'a compris, devoir terrasser à travers votre personne la bête immonde, surgissent et connue d'un ventre encore si fécond, je connais aussi mon Brecht, ces malveillances sont évidemment, en comparaison, sans importance aucune, sans existence même, outre que le combat politique, le vrai, lui, épaississant considérablement le cuir, plus grand-chose depuis longtemps ne m'atteint. Mais l'exacerbation que connaît depuis la rentrée de septembre cette situation, qui perdure donc depuis 10 ans, avec, je le disais, des variations d'intensité. Le niveau atteint par les mises en cause personnelles dont je fais l'objet, par les attaques calomnieuses et diffamatoires, mettant en cause mes compétences et mon intégrité professionnelle, le tout se prolongeant en incitation à la haine et à la violence à mon encontre. N'ont-ils pas indiqué publiquement le quartier nantais où je réside? De même qu'ils ont rendu public mes pratiques de déplacement jusqu'à mon lieu de travail. De là à penser qu'ils espèrent provoquer une agression physique contre ma personne, il n'y a de toute évidence qu'un pas. N'ont-ils pas osé cette caricature honteuse, ignominieuse, ignoble, dont le caractère antisémite ne fait strictement aucun doute, quelles que soient les justifications vaseuses qu'ils ont cru devoir fournir, puisque d'une part, elle est perçue comme une attaque antisémite par quiconque connaît et se rappelle les insupportables caricatures semblables des années 40, c'est-à-dire par à peu près tout le monde, et que, d'autre part, ils l'ont publié quelques jours après m'avoir, à moi, imputé des insinuations antisémites, ce qui m'étant insupportable du fait du philosémitisme que j'évoquais tout à l'heure, m'a conduit à leur répondre en faisant référence au tétragramme et à la littérature yiddish. Cela aura suffi à faire de moi le juif qu'ils haïssent par tradition idéologique. L'on sait bien par exemple ce que masque à peine leur inconditionnel soutien à Gaza,
soit une complaisance envers le Hamas et la détestation d'Israël. L'on sait bien aussi, on en parle et c'est heureux, ce qu'il en est de la nature profonde de l'islamo-gauchisme. Et ne sont-ils pas même allés jusqu'à tenter de m'imputer une part de responsabilité hypothétique dans le suicide d'un adolescent dont nous sommes encore profondément meurtris, osant ce qui atteint tout de même des sommets dans la saloperie humaine, instrumentaliser et récupérer un événement aussi tragique que celui-ci à des fins bassement partisanes. Tout cela ne saurait évidemment rester sans réponse, réaction et riposte de ma part. Et cette communication vidéo n'est que le commencement du début de cette riposte. Outre le fait que je sois profondément républicain et partant résolument patriote comme on l'était jadis à gauche, avant que celle-ci ne renonce, ne trahisse et ne se renie, mais il est plus commode pour eux, je le conçois, de l'ignorer, mes détracteurs à la petite semaine ne supportent évidemment pas que toute modestie bue, mes compétences professionnelles soient excellentes, mes états de service à l'avenant et que je sois de surcroît largement apprécié des jeunes gens auxquels j'ai le plaisir d'enseigner, avec, il est vrai, toujours une juste exigence qui peut être au premier abord dépaysante, puisqu'elle tranche radicalement avec les multiples renoncements répétés et sédimentés dont l'institution scolaire à la dérive s'est rendue coupable, mais qui n'est autre que cette exigence que l'école de la République aurait dû inconditionnellement maintenir. De ce niveau d'exigence maintenu, et l'école ne manquerait pas de se relever si elle redevenait la norme, mes élèves me savent gré, et très souvent m'en remercient. Parfois dès la fin de l'année, ou également souvent à la faveur des succès qu'ils rencontrent par la suite dans l'enseignement supérieur et jusqu'au concours des plus grandes écoles, dont ils réussissent l'épreuve de culture générale en continuant d'appliquer ma méthodologie de la dissertation par exemple. Ils seraient nombreux à pouvoir en témoigner, et même pourraient en témoigner également un certain nombre d'enseignants locaux qui ne sont rien d'autre que les parents de certains de ces élèves. Cela, bien sûr, les antifas locaux, avancés en âge, ne le supportent pas. Du fait de mes engagements politiques publics, quoique absolument extérieurs, je le répète une énième fois, à l'exercice de ma profession, ils se font une mission, entre un retour de ZAD et d'une manif de soutien à des clandestins, de fabriquer et de diffuser calomnieusement et diffamatoirement les allégations inverses. Je serai donc l'exercice de mon métier exécrablement mauvais, sadique, détesté, et j'en passe. Comment d'ailleurs pourrait-il en aller autrement d'un prof facho, comme ils disent, je vous le demande. Eh bien, ce qui est tout de même fâcheux, je n'ai pas dit facho, parce que les faits sont têtus. Pour citer une nouvelle fois Lénine, dussé-je passer pour quelqu'un de gauche, mais tant qu'à passer pour tel, autant que ce soit de la vraie gauche. C'est fâcheux parce que les messages que je reçois régulièrement de mes anciens élèves, messages souvent émouvants, toujours en tout cas reconnaissants, expriment tous exactement le contraire. Allez, un petit florilège composé de quelques-uns de ceux que j'ai pu, parmi une multitude accumulée tout au long d'une désormais longue carrière immédiatement retrouvée. Ils sont tous évidemment soigneusement anonymisés et sont pour la plupart très récents. Je serai donc détesté. Voilà un mot, comme j'en reçois souvent, déposé dans mon casier en fin d'année. Une élève me remercie pour la superbe année, je cite, qu'elle a passée avec moi. Et voilà à présent le mot dont l'an passé, 9 élèves d'une classe ont accompagné le cadeau qu'ils m'ont fait et qui m'a réellement touché. Ici, l'on trouve, c'est un peu plus ancien, le mail d'une ancienne élève qui est venue me revoir pour assister, guidée sans doute par la nostalgie, à l'un de mes cours. Elle regrette, me dit-elle, que les enseignants qu'elle a à l'université ne fassent pas cours avec autant d'intérêt que moi. Ah, concernant mes pratiques pédagogiques, voici une élève que j'ai incitée à lire et qui me recommande de garder la même pédagogie. Je la cite. Même si au début ça peut paraître strict, on finit, écrit-elle, par s'adapter facilement. Et elle ajoute, j'ai réussi à apprendre à rédiger une dissertation et connaître de nombreuses notions et points de vue différents.
De plus, ajoute-t-elle, excellent moyen pour la culture générale. Sérieusement, quand on voit nombre de nos élèves arriver après être passés entre les mains d'enseignants antifa, eh bien, on se demande ce qu'ils ont retiré de leur enseignement. Je poursuis brièvement. Ici, on a des remerciements en date de l'année dernière, voyez-vous. L'élève qui a bien voulu m'écrire ce mot qui m'a touché, écrit ceci. Vous enseignez de la meilleure des manières. Vous avez été le meilleur professeur de ma scolarité. J'aime aussi beaucoup celui-ci, qui est beaucoup plus ancien pour le coup, mais que j'avais gardé précieusement, même si j'avoue que ma modestie souffre quelque peu d'en révéler le contenu. Vos cours, m'écrit-on, ont été pour moi une révélation. Je n'ai jamais, je crois, autant aimé aller en cours de ma vie. Cet élève m'écrivait tout cela après avoir fait des études brillantes et avoir notamment décroché la note excellente de 15,5 sur 20 au concours d'entrée en philosophie de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Car je peux m'enorgueillir d'un certain nombre d'exceptionnelles réussites que sans doute le lycée où j'enseigne, qui est un lycée d'une petite ville de province, je le redis, n'aurait jamais connu si il n'avait pu bénéficier de mon enseignement en son sein. Notamment une élève, il y a quelques années, qui réussit à décrocher le 4e prix national au concours général de philosophie. Voilà qui oppose un démenti formel, catégorique, cinglant, massif et définitif aux petites allégations des incultes et crasseux de l'ultra-gauche antifa, avec, cela va sans dire, le plus abouti des mépris pour leurs pratiques, pour ce qu'ils sont et pour le peu, l'infiniment peu qu'ils représentent. Sachez, messieurs les tolérants intolérants, messieurs les fascistes antifascistes de salle des profs, que nous savons évidemment qui vous êtes. Nous avons depuis longtemps cartographié votre petit réseau. Nous pourrions nous aussi vous doxer à partir de comptes anonymes, ce qui est constitutif des méthodes qui sont les vôtres, méthodes de petite flicaille. Mais républicains, nous ne sortons pas, nous, du cadre de la légalité et nous nous en remettons entièrement, bien sûr, à la justice de la République. Aussi, nous attendrons que vos mines contrites soient contraintes de s'afficher lorsque vous serez auditionnés au commissariat de police et lorsque vous comparaîtrez devant le tribunal judiciaire. Nous attendrons votre condamnation pénale et l'opprobre qu'elle fera s'abattre sur vous. Alors que penser et que dire en substance et en conclusion de cette prise de parole au sujet de cette affaire, dont le volet administratif est entouré naturellement de la plus absolue confidentialité, dont le volet pénal appellera la discrétion requise lorsque, sur le fondement des plaintes portées par mon avocat, les investigations et l'instruction auront débuté, mais dont le volet politique, dont relèvent les propos que je viens de tenir tout au long de cette vidéo, demeurera, lui, grand ouvert, car il y a là toutes les raisons d'un combat. Que dire donc en substance de tout cela? S'imaginant détenir un monopole idéologique sur l'éducation, les pseudo-résistants à l'ennemi largement imaginaire que serait le fascisme, sont-ce à la fin les prétendus fachos qui, dans la France d'aujourd'hui, agressent, tuent ou décapitent, se trouvent en réalité en grande panique, car ils s'avisent que le monopole en question pourrait se fissurer et leur échapper du fait que tel ou tel de leurs collègues, nous sommes cela dit plutôt rares, officiant de surcroît avec quelques talents et par ailleurs le courage d'assumer des engagements extra-professionnels s'opposant aux leurs, au risque du terrorisme idéologique, mot pesé, dont ils sont capables. Le sort que ces excités des salles des profs, ou plutôt des réseaux, ces derniers fonctionnant comme exutoire et compensation à leur lâcheté du quotidien, prétendent me faire, n'est envisagé d'un point de vue politique qu'un élément très local d'un phénomène
beaucoup plus globale qui appelle donc le combat. Il faut que ces gens-là, co-responsables du naufrage de notre pauvre école, comprennent que leur idéologie anti-républicaine, c'est-à-dire anti-française, outre ses multiples incohérences, que cette idéologie à laquelle ne peuvent souscrire que des incultes, je le disais, en mal de combat, ne détient plus aucun monopole sur l'éducation. Il faut que soit une fois pour toutes éradiqué le terrorisme intellectuel qu'ils ont fait et continuent de tenter de faire régner, et pour le pire, dans ce milieu et quelques autres depuis bien longtemps. Il faut, du style l'apprendre à leurs dépens, que l'école de la République devienne bel et bien ce sanctuaire où aucune idéologie d'aucune sorte ne saurait avoir droit de citer, afin qu'elle soit tout entière dédiée, dans la sérénité qu'exige l'étude et l'élévation de l'esprit, à la transmission du savoir, à l'instruction et à l'institution du citoyen. Et à ce titre, ce sont eux, ces gens, qu'il faut, je ne dis pas bouter hors de nos établissements d'enseignement, comme tout fonctionnaire, ils bénéficient de la protection de leur statut, mais qu'il faut tout du moins coercitivement rappeler à leur devoir de loyauté envers la République et envers la France. Un fonctionnaire de la République, a fortiori lorsqu'il en est l'un des professeurs, représente l'État face aux jeunes gens que la nation lui confie. Il doit donc n'être guidé dans ses actes que par le seul souci de l'intérêt général, qui en l'espèce se décline à travers l'acte d'instruire et d'instituer par l'instruction le citoyen, mission des plus nobles, qui suppose que le professeur maintienne avec constance et néanmoins bienveillance une asymétrie avec l'élève, qu'il s'emploie notamment à toujours manier un langage de la plus exemplaire correction, qu'il soit correctement vêtu, que tout dans son comportement soit de nature à inspirer le respect, et l'autorité n'est d'ailleurs rien d'autre que ce qui suscite naturellement le respect. Mais d'abord et surtout, il faut qu'il dispense des cours dignes de ce nom, ce que ne sont ni les débats, ni les sorties, ni l'usage immodéré de l'informatique, ni celui parfois compulsif dans les salles de classe des postes de télévision. Le combat que nous avons inlassablement mené plusieurs années durant, lors de la pleine activité du collectif Racine comme organisation professionnelle, organisation ayant quelque peu depuis sa nouvelle formule et son changement de nom, elle s'appelle désormais Racine les enseignants patriotes, délaisser l'action militante pour se dédier pleinement à l'analyse et à la réflexion, dans le but de mûrir et d'approfondir ses propositions programmatiques, ce combat doit, c'est incontestable, être repris et amplifié. À plus forte raison, en une époque où, entre autres périls, le principal étant toujours davantage même celui que représente la négation de l'instruction, s'insuffle dans les esprits en formation de notre jeunesse le poison d'importation américaine que constitue le wokisme et l'ensemble des idéologies qui y sont adossées, dont les enseignants longuement désignés dans ce qui précède sont naturellement les plus zélés des relais. Vive l'école de la République débarrassée de la racaille gauchiste, vive la République, vive la France.